17 novembre 1944. 5h47, île de Pelú. Le caporal James Jimmy Donovan, 22 ans, est accroupi dans une grotte corallienne où règne une odeur de cordite et de mort. Sa mitraillette Thompson lui paraît inutile entre ses mains tremblantes. À une dizaine de mètres, à travers une brèche dans la roche escarpée, il les aperçoit. Des soldats japonais se déplacent derrière des casemates en béton armé, insensibles à tout ce que les marines leur ont lancé depuis 58 jours. Les munitions standards de calibre .45 ACP de sa Thompson sont inefficaces contre ces fortifications. Il a vu mourir 14 hommes de sa section en tentant de prendre d'assaut ces positions. Les lance-flammes sont à court de munitions. Les bazookas ricochent. Les défenseurs japonais ont transformé la poche du mur Brogal en une forteresse qui engloutit les Américains. Le sergent de Donovan rampe jusqu'à lui, portant une caisse en bois estampillée de lettres rouges. Cartouches de grenades à fragmentation M1. Personnel autorisé uniquement. Expérimentation. À l'intérieur, des munitions étranges. Trop longues, trop lourdes, avec un projectile couleur cuivre à la place de la balle. Chargez-les, murmure le sergent. Les renseignements disent que les Japonais les appellent d'une certaine façon dans leur communication radio. Bakudan Nakuma. Boum, diable! Donovan ignore ce qu'il tient entre ses mains. Il sait seulement que dans 6 minutes, à la fin du barrage, il découvrira si ces étranges munitions sont capables de faire ce que 2000 tonnes d'obus navals n'ont pas réussi à faire. La guerre du Pacifique avait créé un problème que personne dans l'armée américaine n'avait anticipé lors de la conception du pistolet mitrailleur Thompson. En 1921, le fameux balai de tranchée de John T. Thompson était conçu pour tirer des munitions de pistolet de calibre .45 ACP, puissantes pour tuer. Des hommes sans armure au corps à corps, mais totalement inefficaces contre les positions défensives renforcées que les forces japonaises ont construites tout au long de la campagne de conquête des îles. Fin 1943, les forces américaines furent confrontées à un scénario cauchemardesque qui se répéta à Tarawa, Seppan et Pelú. Les défenseurs japonais, qui eurent des mois pour se préparer, transformèrent des réseaux de grottes naturelles et du calcaire corallien en réseaux de forteresses interconnectées. Les rapports de renseignement de la bataille de Tarawa en novembre 1943 décrivirent des bunkers construits en troncs de cocotier, en béton d'agrégat corallien et en travers de chemins de fer en acier, capables de résister aux tirs directs de canons navals de 406 mm. Les marines subirent 347 pertes et prirent une île de 3,9 km de long. Ils trouvèrent des défenseurs vivants dans des bunkers qui avaient enduré 3 jours de bombardement ayant consommé plus de munitions que toute la campagne du canal de Guadal. Les armes d'infanterie standard, le fusil M1 Garand, la carabine M1 et le pistolet mitrailleur Thompson tiraient toutes des balles conventionnelles conçues pour pénétrer la chair et non les fortifications. Une cartouche de calibre .45 ACP tirée d'un Thompson développait une énergie de 482 joules à la bouche, suffisante pour abattre un homme instantanément, mais elle se déformait ou se brisait au contact du béton après avoir pénétré à peine 5 cm. La cartouche de calibre .306 du M1 Garand était plus performante, atteignant une pénétration de 15 à 20 cm dans le béton, mais restait insuffisante pour atteindre les défenseurs abrités derrière plusieurs couches de renfort. Les lance-flammes étaient efficaces, mais obligeaient les opérateurs à s'approcher à moins de 35 mètres, une condamnation à mort compte tenu du fait que chaque bunker était entouré de champs de tir interconnectés. Les chars explosifs placés par les sapeurs de combat se sont avérés efficaces, mais ont coûté des vies américaines à un taux effroyable. Durant la campagne de Pelú, qui débuta le 15 septembre 1944, les pertes parmi les sapeurs dépassèrent les 40%. La première division de marine déploya 9000 hommes et subit 6526 pertes, soit un taux de perte de 72,5%, supérieur à celui de Valley Forge et inférieur à celui de Wood. En octobre 1944, le corps des marines avait identifié une lacune critique dans l'arsenal d'infanterie. Aucune arme portative n'existait capable de délivrer une force explosive à travers les ouvertures de tir, les entrées de grottes et les embrasures de bunkers depuis une position relativement sûre. Le département des munitions travaillait sur une solution depuis début 1944. Mais le niveau de sécurité était si strict que même les officiers de renseignement au niveau divisionnaire ignoraient son existence. L'arme arrivée à Pelú en novembre 1944 représentait une rupture radicale avec la conception des munitions conventionnelles. Les ingénieurs de l'arsenal de Francfort, à Philadelphie, avaient passé 8 mois à développer ce qu'ils appelaient officiellement la grenade à fragmentation M1.
Il s'agissait d'une munition pour pistolet mitrailleur Thompson contenant une petite charge explosive au lieu d'une balle pleine. Ce concept violait tous les principes de conception des munitions pour armes légères. Mais le désespoir est moteur d'innovation. Le cycle de développement standard des munitions prenait de 18 à 24 mois, du concept au déploiement sur le terrain. La cartouche de grenade à fragmentation M1 est passée de la planche à dessin au combat en 32 semaines. Un délai très court en raison de l'urgence sur le champ de bataille a été classé comme priorité absolue par le général Douglas MacArthur lui-même après la réception des rapports de perte de Tarawa en décembre 1943. Si vous voulez voir comment les ingénieurs américains ont transformé un pistolet mitrailleur en une arme anti-bunker portative, abonnez-vous et activez les notifications. L'histoire devient encore plus intense et vous ne voudrez pas manquer le moment où ces munitions ont touché pour la première fois les fortifications japonaises. Retour au caporal Donovan et à ses étranges caisses de munitions. La cartouche de grenade à fragmentation M1 ne ressemblait à aucune munition que Donovan avait jamais vue, et pour cause. Ce n'était pas une munition au sens conventionnel du terme. Au lieu d'un projectile en plomb massif conçu pour pénétrer et boulonner à travers les tissus, chaque cartouche contenait une charge de 48 grains d'explosifs plastiques. Ces deux, enrobés dans un projectile à fragmentation gainé de cuivre qui pesait 180 grains, soit près du double du poids d'une balle dure standard de calibre .45 ACP. L'étui de la cartouche lui-même était une modification de l'étui standard en laiton de calibre .45 ACP, mais sa longueur était de 1,275 pouces au lieu des 0,898 pouces habituels. Pour accueillir la charge utile inhabituelle, la charge propulsive utilisait une poudre militaire améliorée, au lieu de la poudre standard pour pistolet, générant une pression de chambre de 18 000 psi, contre 21 000 psi habituellement pour le Thompson. Les ingénieurs avaient délibérément réduit la pression afin d'éviter une défaillance catastrophique lors du tir de projectiles explosifs. Dans une arme non conçue pour de telles contraintes, le projectile à fragmentation représentait, élément révolutionnaire. Les métallurgistes de l'arsenal de Francfort créaient une matrice de cuivre compressé chargée de particules de tungstène qui restaient intactes lors du passage dans le canon, mais se brisaient à l'impact, libérant le noyau explosif. Le projectile atteignait une vitesse initiale de 950 feet par seconde, inférieure à celle des 830 feet par seconde des .45 ACP standards, mais transportant une énergie nettement supérieure. La masse et la vitesse supplémentaires se combinaient pour délivrer une énergie de 361 FTLB, comparable à celle des munitions conventionnelles, mais avec une charge explosive qui multipliait l'efficacité de façon exponentielle. À l'intérieur de l'enveloppe en cuivre, la charge de ces deux de 48 grains entourait un détonateur électrique M42, de la taille d'un grain de riz. Ce détonateur utilisait des cristaux électriques Paso qui généraient une impulsion de mise à feu lors de la décélération brutale à l'impact. Le même principe était utilisé pour les fusées de proximité d'artillerie, mais miniaturisées pour tenir dans un projectile de calibre .45. La détonation se produisait 0,03 secondes après l'impact, au moment précis où l'enveloppe fragile se désintégrait au contact de la cible. Les munitions étaient conditionnées dans des caisses en bois renforcées de 200 cartouches. Chaque caisse pesait 17 kg et était marquée de losanges rouges de danger et d'un numéro de série commençant par FAXP 444. Les officiers d'approvisionnement recevaient des instructions de manipulation spécifiques, imprimées sur du papier imperméable, accompagnant chaque caisse. Température de stockage entre 4 et 27 degrés C. Interdiction d'empiler plus de 4 caisses. Distance minimale de 15 mètres avec les munitions conventionnelles. Signalement immédiat de toute cartouche présentant des signes de corrosion ou de déformation. Point des essais sur le terrain au champ de tir d'Aberdeen, dans le Maryland, en août 1944, ont démontré des capacités qui semblaient impossibles pour une munition de pistolet mitrailleur. À travers 4 pouces de béton armé, la munition conventionnelle de calibre .45 ACP atteignait une pénétration de 1,8 pouces. La cartouche de grenade à fragmentation M1 a traversé complètement le béton, puis a explosé contre sa face arrière, créant un effet d'écaillage qui approchait des fragments de béton à travers une chambre d'essai avec une énergie suffisante pour pénétrer des planches de pin de 3/4 de pouce placées à 6 pieds derrière la cible. Les ingénieurs en armement ont surnommé la munition « Petit Diable » pendant son développement, mais les protocoles de sécurité interdisaient toute désignation informelle dans la documentation. La fiche technique officielle, classifié secret portant le numéro FMOD 89144, décrivait la munition comme adaptée à l'engagement d'abris renforcés pour le personnel.
de fortifications légères et de cibles de zones derrière des barrières intermédiaires lorsqu'elle était tirée avec des pistolets mitrailleurs M1928 1 ou M1A1. La Thompson n'exigeait aucune modification pour tirer les nouvelles munitions, mais le manuel d'utilisation remis aux unités recevant les cartouches spécifiait plusieurs procédures critiques. Les opérateurs devaient tirer uniquement en mode semi-automatique. Le tir automatique risquait une surchauffe du canon qui pouvait potentiellement faire exploser les cartouches non percutées dans la chambre. La portée maximale d'engagement était indiquée à 75 yards, environ 69 mètres, au-delà de laquelle le projectile à fragmentation devenait instable et pouvait se retourner ou se fragmenter prématurément. Chaque arme pouvait tirer 120 cartouches en toute sécurité, avant de nécessiter une période de refroidissement de 20 minutes. Les munitions arrivèrent le 12 novembre 1944 à bord du navire de munitions USS Rangel qui avait quitté San Francisco le 28 octobre avec 840 000 cartouches réparties dans 4 200 caisses. Les officiers d'artillerie de division ne reçurent initialement aucune explication concernant cette cargaison spéciale, seulement l'ordre de la distribuer au personnel équipé de Thompson dans les compagnies engagées dans des opérations de combat en grotte. Le sergent Thomas Whitmore, celui qui avait remis la première caisse à Donovan, avait assisté la veille à une réunion d'information de 30 minutes où un capitaine débordé de l'artillerie lui avait expliqué les bases. Des munitions explosives efficaces contre les fortifications. Ne les faites pas exploser. N'en parlez à personne en dehors de votre unité. Donovan charge 15 cartouches dans son chargeur droit de 20 coups. Les cartouches s'entrechoquent avec un bruit légèrement différent de celui des munitions ordinaires. Un claquement plus lourd, plus sourd. Les munitions lui paraissent étranges en main, denses et inquiétantes. Chacune d'elles est une minuscule bombe attendant l'autorisation d'exploser. 553 heures. 4 minutes avant la fin du barrage. Donovan chambre la première cartouche de grenade à fragmentation M1. Il sent le verrou se fermer avec plus de résistance que d'habitude, point la cartouche plus longue rentre tout juste dans le chargeur. Ses mains ont cessé de trembler. Autour de lui, 6 autres marines sont accroupis, chargés de munitions similaires. Leurs Thompson sont chargés de munitions que leur entraînement n'avait jamais abordées. Le bombardement naval de l'USS Mississippi atteint son paroxysme. Des obus de 356 mm sifflent au-dessus de leur tête toutes les 8 secondes. Chacun frappe la crête surplombant le complexe de grottes avec une force suffisante pour faire trembler le sol. Donovan le sent à travers ses bottes, à travers ses os. Un martèlement rythmé qui aurait dû tout raser, mais qui n'a fait que forcer les Japonais à creuser plus profondément. 555 heures, 2 minutes. Le sergent Whitmore indique la séquence de tir par un signal de la main. Cette cible, 7 tireurs. Le complexe de bunker s'étend sur 180 mètres de Coral Ridgeline. Chaque position est reliée par des tunnels. Les marines ne peuvent pas atteindre. Les renseignements estiment à 140 le nombre de défenseurs japonais, encore en vie à l'intérieur. Beaucoup sont blessés, mais tous sont armés et attendent. La cible de Donovan est le sabord numéro 3. Une ouverture rectangulaire de 45 cm de large à 1,20 m du sol, percée dans 90 cm de béton armé. Il l'avait aperçu aux jumelles plus tôt. Il avait vu le canon d'une mitrailleuse Nambu à peine visible à l'intérieur, couvrant l'accès à la crête suivante. Cette Nambu avait tué 5 marines la veille. 556 heures et 1 minute. Sa respiration ralentit. L'entraînement des marines, répété pendant des mois à Camp-Pendleton, reprend le dessus. Image de visée. Contrôle de la détente. Suivi du tir. Sauf que maintenant, il tire des explosifs avec une arme conçue pour pulvériser du plomb. Et personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Le Mississippi tire sa dernière salve. Les obus s'écrasent avec un grondement successif qui résonne sur le corail, puis le silence retombe. Le terrible silence qui précède toujours un assaut, quand chaque homme sait que certains d'entre eux ne verront pas le soleil se coucher. 557 heures. Faites feu, hurle Whitmore. Donovan se relève de sa couverture, la Thompson à l'épaule, le guidon aligné sur l'orifice de tir, à 43 mètres. Il presse la détente, en semi-automatique, avec contrôle, exactement comme prévu. La Thompson recule. Plus violemment que d'habitude, l'impulsion étant sèche et brutale. La balle à fragmentation traverse l'ouverture. Impact. L'explosion n'est pas bruyante, rien à voir avec une grenade ou une charge explosive.
C'est un craquement sec suivi d'un éclair blanc. Et soudain, l'orifice de tir a disparu. Le béton alentour se fissure en étoiles. Des fragments de la taille de balles de baseball volent vers la position de Donovan. À travers la poussière, il peut maintenant voir à l'intérieur du bunker. La mitrailleuse Nambu est couchée sur le côté, son opérateur affalé contre le mur. « Putain de Dieu !» murmure quelqu'un à côté de lui. Donovan tire encore. Et encore. Chaque balle pénètre dans le béton fragilisé, chaque explosion l'enfonçant plus profondément, élargissant le trou. Après son 7e tir, toute la paroi avant de l'embrasure de tir s'effondre vers l'intérieur, créant une ouverture suffisamment grande pour apercevoir 3 soldats japonais s'éloigner précipitamment de la brèche, le visage figé par le choc. À sa gauche et à sa droite, les autres marines tirent leur propre salve, en bout de tir après embrasure. Les tirs crépitent dans le même motif caractéristique. Le son crée un rythme, crac, 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 comme un charpentier enfonçant des clous, sauf que chaque clou traverse du béton qui avait résisté à 3 jours de bombardement. Donovan vide son chargeur en 90 secondes. 15 cartouches, 11 impacts. Le bunker, qui semblait invincible ce matin-là, ressemble maintenant à un gruyère, ses murs, fracturés et en ruine, de la fumée s'échappant des brèches. Le canon Nambu est silencieux. Il est silencieux depuis son 2e tir. Les marines avancent. Donovan recharge. Il utilise désormais des munitions conventionnelles de calibre .45 ACP, réservant ses munitions explosives pour le prochain point d'appui. Ils atteignent le bunker en ruine et jettent un coup d'œil à l'intérieur. 3 soldats japonais gisent morts, victimes d'éclats de béton, leur corps déchirés par des fragments projetés à la vitesse d'un fusil. Le tireur du Nambu est mort lors de la première explosion. L'obus à fragmentation a explosé contre le béton juste au-dessus de sa tête, et l'effet d'éclatement a projeté un morceau de béton à travers son crâne. Pas de lance-flammes, pas de charge explosive, pas de sapeur rampant à portée de tir, juste une mitraillette Thompson et des munitions qui transformaient les fortifications en pièges mortels pour leurs occupants. À 6h45, 48 minutes après le premier tir, la section de Donovan avait neutralisé 11 bunkers qui avaient bloqué l'avancée pendant 4 jours. Perte, un marine blessé par les tirs de riposte. Contre 14 tués et 23 blessés au cours des 4 jours précédents, lors d'attaques aux mêmes positions avec des armes conventionnelles. La nouvelle s'est répandue dans la division à la tombée de la nuit. Les opérateurs radio ont intercepté des communications japonaises décrivant le Bakudan Akuma, une arme qui transformait leur bunker en cercueil. L'impact psychologique égalait l'efficacité tactique. Les défenseurs qui se croyaient invincibles derrière le béton comprenaient désormais que le béton ne pouvait les sauver. Le déploiement initial de 840 000 cartouches de grenades à fragmentation M1 au plus ne représentait que la première vague d'un programme de production qui allait connaître une expansion considérable durant la dernière année de la guerre du Pacifique. L'arsenal de Francfort, fonctionnant en 3 équipes sur des cycles de 24 heures, produisit 14,2 millions de cartouches entre novembre 1944 et août 1945. Bien que les restrictions de sécurité aient limité la distribution à des unités spécialement désignées pour des missions de combat en grotte de haute intensité, la production se heurta immédiatement à des goulets d'étranglement. Les détonateurs M42 nécessitaient un assemblage manuel par des techniciens formés en électronique, une compétence rare car le projet Manhattan et les programmes de fusées de proximité absorbaient le personnel qualifié. L'arsenal de Francfort employa 347 femmes issues du secteur de la fabrication de radios de Philadelphie, dont beaucoup étaient d'anciennes employées de RCA, capables d'assembler les composants microscopiques des détonateurs avec une précision suffisante. Chaque détonateur coûtait 1,47 à fabriquer, contre 0 pour une cartouche conventionnelle de calibre .45 ACP. La composition de l'explosif s'est posé des défis différents. Le département des explosifs de DuPont, au laboratoire Haskell du Delaware, produisait le plastique par lot de 227 kg, 500 livres. Mais le processus de chargement, consistant à injecter 48 grains dans chaque enveloppe de cuivre sans poche d'air susceptible de provoquer une détonation prématurée, nécessitait un équipement spécialisé qui n'existait pas avant décembre 1944. Les ingénieurs adaptèrent des presses à comprimés pharmaceutiques, atteignant des cadences de production de 12 000 cartouches par jour. En janvier 1945, la distribution suivait des protocoles stricts établis par le service de guerre chimique, bien que les munitions ne contiennent aucun agent chimique.
Chaque envoi nécessitait des gardes armés, un stockage séparé à bord des navires de transport et une documentation permettant de suivre chaque caisse de Philadelphie jusqu'aux positions avancées. L'USS Rangel effectua 4 missions supplémentaires vers Pleu, Ewama et Okinawa entre décembre 1944 et juin 1945, transportant un total de 6,8 millions de cartouches qui ne figuraient jamais dans les inventaires d'armement standard. À Ewama, que les marines envahirent le 19 février 1945, la cartouche de grenade à fragmentation M1 se révéla dévastatrice. Contre les fortifications les plus élaborées construites par les Japonais, le mont Surabashi à lui seul comptait 640 bunkers, casemates et entrées de grottes reliées par 11 mètres de tunnels. Les unités de marines équipées de munitions explosives Thompson s'effondraient systématiquement des ouvertures de tir et des entrées de grottes, contournant souvent les positions. Plutôt que de les nettoyer, elles ensevelissaient les défenseurs qui ne pouvaient plus engager les forces américaines. Le lieutenant Harold Shrier, qui hissera plus tard le premier drapeau au sommet du Surabashi, rapporta avoir tiré 340 obus explosifs lors de la progression sur le versant nord de la montagne. Son rapport d'après-action, déclassifié en 1993, décrivait l'effet des munitions. Nous pouvions approcher des bunkers qui nécessitaient auparavant des équipes de lance-flammes ou des démolitions. 3 à 5 obus tirés à travers un orifice de tir suffisaient à faire s'effondrer l'ouverture ou à créer une fragmentation intérieure suffisante pour neutraliser les défenseurs. Cela a sauvé d'innombrables vies. Les Japonais ont tenté des contre-mesures. Les renseignements récupérés dans les documents Ewima, datés de mars 1945, comprenaient des schémas montrant des bunkers modifiés, avec des orifices de tir inclinés destinés à dévier les projectiles et une épaisseur de béton accrue au point vulnérable. Ces adaptations sont arrivées trop tard. Les forces américaines avaient déjà adapté leur tactique, tirant plusieurs obus à des angles aigus pour contrer les modifications. À Okinawa, lors du plus grand débarquement amphibie de la guerre du Pacifique, la cartouche de grenade à fragmentation M1 a connu son plus grand déploiement. La bataille de 96 jours a consommé 4,3 millions de cartouches explosives Thompson réparties entre cette division de marine et de l'armée. Les statistiques de pertes ont montré l'impact. Les unités équipées de ces munitions ont subi 31% de pertes en moins lors des assauts de bunkers par rapport aux unités utilisant des armes et des tactiques conventionnelles. Les officiers d'approvisionnement ont documenté des problèmes persistants. La sensibilité des munitions aux variations de température entraîna environ 2,3% de défaillance, soit par détonation prématurée, soit par absence totale de détonation. L'humidité dégradait les cristaux électriques PZO, en particulier pendant la saison des pluies à Okinawa, où certaines unités signalèrent des taux de défaillance proches de 8%. Les manuels des armuriers de campagne, mis à jour en mai 1945, enjoignaient le personnel à inspecter chaque cartouche avant le chargement, en vérifiant la corrosion de la chemise en cuivre ou la déformation du projectile. Les interceptions radio japonaises s'intensifièrent au début de l'année 1945. Les décrypteurs américains de la station Ippo à Hawaï traduisirent des dizaines de messages, faisant référence aux bakudans Akuma ou balles de dynamite, souvent accompagnés de demandes de conseils pour contrer la menace. Aucune contre-mesure efficace n'existait. L'industrie japonaise n'avait pas la capacité de moderniser des milliers de fortifications avec des matériaux résistants aux explosions. À la mi-1945, la supériorité aérienne et navale des Alliés empêcha toute amélioration majeure des défenses. La dimension psychologique surpassait l'impact tactique. Les prisonniers interrogés après Okinawa décrivaient la terreur d'entendre le crépitement caractéristique des obus approchant de leur position, sachant que leurs murs de béton allaient bientôt se fragmenter en éclats mortels. Certaines positions se rendirent après n'avoir reçu que des tirs symboliques. Les défenseurs refusaient de subir l'effondrement de leurs bunkers. Cela représentait un changement profond. Les forces japonaises qui s'étaient battues jusqu'à l'anéantissement à Terawa et Seppan se rendaient maintenant pour éviter d'être enterrées vivantes. La conception de la cartouche de grenade à fragmentation M1 représentait une leçon magistrale de chimie des explosifs appliqués et de travail des métaux de précision, repoussant les limites de ce qui pouvait être réalisé avec la technologie de fabrication des années 1940. Comprendre le fonctionnement réel de la munition nécessite d'examiner l'arme comme un système intégré comprenant l'orifice, la cartouche, l'arme et l'opérateur. La matrice de cuivre des projectiles à fragmentation utilisait un alliage spécifique, 88% de cuivre, 8% de tungstène et 4% d'étain.
Cette combinaison offrait une intégrité structurelle suffisante pour résister à la violente accélération du tir. L'accélération maximale a dépassé 40 000 grammes pendant les 8 premières secondes de la course du projectile dans le canon du Thompson, tout en conservant une fragilité suffisante pour se briser à l'impact. Des tests métallurgiques menés à l'arsenal de Francfort ont déterminé que les balles standards à chemise de cuivre étaient trop ductiles, se déformant au lieu de se fragmenter, ce qui pouvait étouffer le noyau explosif avant la détonation. Les particules de tungstène remplissaient une double fonction. Elles augmentaient la densité du projectile, améliorant ainsi le coefficient balistique et la rétention d'énergie à longue distance. Plus important encore, elles créaient des points de concentration de contrainte au sein de la matrice de cuivre, garantissant la fragmentation en 40 à 60 morceaux à l'impact, chaque morceau se déplaçant vers l'extérieur à des vitesses comprises entre 244 et 366 mètres par seconde. Des photographies à haute vitesse prises pendant les tests ont montré que le schéma de fragmentation ressemblait à une fleur qui s'épanouit en quelques microsecondes. Le noyau explosif C2 occupait environ 40% du volume du projectile, comprimé à 1,6 g par centimètre cube, suffisamment dense pour rester stable pendant le tir, mais pas au point de rendre la détonation aléatoire. La charge de 48 grains, équivalent à environ 3,1 g, générait une vitesse de détonation de 6400 mètres par seconde et une pression de détonation de 180 000 psi lors de l'amorçage. Cela semble modeste comparé à des explosifs militaires comme le TNT ou le RDX, mais dans l'espace confiné derrière une goulotte de tir de bunker. Elle créait une onde de surpression capable de rompre des organes et de rendre les défenseurs inconscients, même sans impact direct d'éclat. Le détonateur M42 mesurait 3 mm de diamètre et 4,8 mm de long, ce qui en faisait l'un des plus petits détonateurs fonctionnels produits pendant la Seconde Guerre mondiale. Son cristal électrique piétot, composé de titanate de barium synthétisé à haute température et dopé à l'état de traces de calcium, générait environ 400 volts lors de la décélération due à l'impact. Cette tension provoquait un arc électrique dans un espace de 2 mm, enflammant une charge primaire de 2 mg de plomb, qui amorçait à son tour la charge principale de ces deux. La sensibilité du système constituait le principal défi opérationnel. Les vitesses d'impact inférieures à 122 mètres par seconde ne parvenaient parfois pas à générer une tension suffisante au détonateur, entraînant des ratés. Les impacts obliques, les projectiles frappant à des angles supérieurs à 60 degrés par rapport à la perpendiculaire, pouvaient fragmenter prématurément l'enveloppe, exposant l'explosif avant la détonation. Les essais sur le terrain à Pleu ont documenté ces modes de défaillance, conduisant à une mise à jour de la doctrine de tir, privilégiant les tirs perpendiculaires à courte portée. La cadence de tir relativement lente du Thompson, environ 700 coups par minute en mode automatique, est devenue un atout plutôt qu'une limitation. Les armes à cadence de tir plus élevée généraient des températures de canon proches du seuil de détonation du C2, de 415 degrés Fahrenheit, 213 degrés Celsius. Le canon lourd et la cadence de tir modérée du Thompson permettaient aux opérateurs de tirer 40 à 50 cartouches en succession rapide, avant que l'accumulation de chaleur ne devienne dangereuse. Des thermocouples intégrés aux armes d'essai ont mesuré des températures de canon maximales de 380 degrés Fahrenheit, 193 degrés Celsius. Après des tirs soutenus, les opérateurs apprenaient à reconnaître les signes avant-coureurs de surchauffe. Le garement de l'arme devenait chaud au toucher. De la fumée pouvait s'échapper du manchon du canon. Plus révélateur encore, les douilles éjectées présentaient une décoloration. Normalement, les douilles sont brillantes et dorées, mais celles surchauffées prenaient une teinte brun violacé, sous l'effet de la chaleur. Les tireurs expérimentés du Thompson portaient deux armes et alternaient entre elles. Lors des engagements prolongés, le poids des munitions posait des problèmes de manipulation. Un chargeur de 20 cartouches rempli de grenades à fragmentation M1 pesait 1,27 kg, 2,8 livres, contre 0,86 kg, 1,9 livres, pour des munitions conventionnelles de calibre .45 ACP. Les chars de combat comprenaient généralement 4 chargeurs, 2 avec des munitions explosives et 2 avec des munitions conventionnelles, soit une augmentation de poids total d'environ 1,63 kg, 3,6 livres. Cela semble négligeable jusqu'à ce que l'on considère l'équipement de combat de 30 kg, 67 livres, que les marines transportaient déjà sur les îles du Pacifique. La précision était moindre qu'avec les munitions conventionnelles. La construction légèrement asymétrique des projectiles à fragmentation, inévitable compte tenu du processus d'assemblage manuel, les faisait basculer au-delà de 82 mètres, 90 yards.
À 45 mètres, 50 yards, les tireurs entraînés pouvaient obtenir des groupements de 20 cm, 8 pouces, depuis un appui. À 91 mètres, 100 yards, les groupements atteignaient 61 cm, 24 pouces. Cela limitait la portée efficace des munitions, mais la plupart des combats en grotte se déroulaient à des distances inférieures à 68 mètres, 75 yards, où la dispersion restait acceptable. Les Japonais s'emparèrent de plusieurs milliers de munitions lors de la prise de positions ennemies et tentèrent de reproduire la technologie. Des documents retrouvés après la guerre montrèrent que des ingénieurs de l'arsenal de Kokura, au Japon, examinaient ces munitions en avril 1945. Ils réussirent à identifier la composition explosive et le principe du détonateur, mais ne disposaient pas des capacités de fabrication précises nécessaires pour les reproduire. Les tentatives japonaises de produire des munitions similaires se soldèrent par des défaillances catastrophiques. Au moins 3 pistolets mitrailleurs de type 100 explosèrent lors d'essais, tuant 2 techniciens. La production de la cartouche de grenade à fragmentation M1 cessa le 17 août 1945, 2 jours après l'annonce de la capitulation du Japon. L'arsenal de Francfort reçut immédiatement l'ordre d'arrêter la production et de mettre de côté tout le stock restant pour un stockage classifié. Sur les 14,2 millions de cartouches produites, environ 8,7 millions avaient été expédiés vers les théâtres d'opérations du Pacifique. Les 5,5 millions de cartouches restantes furent placées dans des conteneurs hermétiquement scellés et entreposées au dépôt militaire Letterkenny en Pennsylvanie, où elles resteraient. Pendant 31 ans, l'existence de ces munitions demeura secrète, jusqu'en 1976, date à laquelle la loi sur la liberté d'information, Freedom of Information Act, obligea à la déclassification des programmes de développement d'armement de la Seconde Guerre mondiale. Même alors, l'armée ne diffusa qu'une documentation technique limitée. Les spécifications complètes, y compris les procédés de fabrication et les schémas des détonateurs, restèrent classifiés jusqu'en 1998. Elles étaient considérées comme potentiellement utiles à l'ennemi développant des systèmes similaires. Les vétérans ayant utilisé ces munitions vivaient sous des restrictions particulières. Ils pouvaient admettre avoir tiré avec des mitraillettes Thompson, décrire des opérations de combat en grotte, mais ne pouvaient mentionner ces munitions explosives sans enfreindre les serments de sécurité qu'ils avaient signés. James Donovan, le caporal des marines qui tira les premiers obus de combat sur Pleu, reprit son travail d'électricien à Philadelphie en 1946 et ne parla à personne, ni à sa femme, ni à ses enfants, de l'explosion de ces munitions infernales jusqu'à leur déclassification en 1976. Il mourut en 1989 après avoir accordé une seule interview à un historien militaire en 1981. L'accumulation de ces munitions posait des problèmes d'élimination. En 1976, l'explosif C2 s'était considérablement dégradé, certaines munitions présentant des cristaux qui les rendaient dangereusement instables. L'armée choisit de détruire la totalité du stock par détonation contrôlée au champ de tir de Letterkenny entre 1977 et 1979. Chaque obus fut radiographié pour vérifier l'état du détonateur, puis détruit individuellement dans des chambres de détonation. Le processus dura 27 mois et coûta 1,4 million de dollars. Les forces armées modernes ont développé des dérivés conceptuels de la cartouche de grenade à fragmentation M, bien qu'aucun n'ait été largement adopté. Le programme d'armes OCSW, Objective Crew Served Weapon, de la fin des années 1990 a produit des munitions à explosion aérienne de 25 mm utilisant des principes de détonation piézoélectrique similaires. Le programme Exacto de la DARPA a exploré des projectiles explosifs autoguidés pour les fusils de précision de calibre 5 mm. L'armée israélienne a développé des munitions explosives spécialisées pour le combat urbain. Tous ont été confrontés aux mêmes défis que ceux qui ont limité les munitions Thompson: le coût, la complexité et la sensibilité qui les ont rendues impraticables pour une utilisation générale. Le concept a influencé la doctrine des armes modernes plus que le matériel spécifique. L'infanterie d'aujourd'hui utilise des armes thermoélectriques portables, des munitions à explosion aérienne programmables et des missiles guidés de précision capables d'engager des positions fortifiées à distance de sécurité. Ces armes reflètent les leçons tirées des combats en grotte dans le Pacifique. L'infanterie a besoin d'une puissance de feu organique pour vaincre les positions fortifiées sans avoir besoin du soutien du génie ni attendre l'artillerie. Il est intéressant de noter que le nom japonais Bakudan, Akuma, est entré dans le lexique du renseignement de la guerre froide comme une classification pour toutes munitions d'armes légères contenant des chars explosifs. Les services de renseignement du bloc soviétique ont utilisé le terme dans des documents traduits tout au long des années 1960, ignorant apparemment qu'il provenait d'un
argot japonais et nom de la terminologie militaire américaine officielle. Les implications humanitaires sont apparues lors des analyses d'après-guerre. La cartouche de grenade à fragmentation M1 n'enfreignait techniquement aucune loi de la guerre en vigueur. La déclaration HEG de 1899 interdisait uniquement les balles à expansion et non les projectiles explosifs de calibre inférieur à certains calibres. Cependant, son efficacité dans les espaces confinés a soulevé des questions de proportionnalité et de souffrance inutiles qui ont influencé les discussions ultérieures sur la réglementation des munitions de combat. Ces débats ont contribué au protocole ajouté aux conventions de Genève en 1977, qui restreignait certains types de munitions, bien qu'aucun ne mentionnât spécifiquement les munitions explosives Thompson de la Seconde Guerre mondiale. Le caporal James Donovan a survécu à Pleu et à la guerre, et a reçu une étoile de bronze pour des actions qui ne pouvaient être pleinement décrites. Dans la citation, le texte officiel mentionnait une bravoure exceptionnelle dans la réduction des fortifications ennemies. Sans préciser comment il y est parvenu, il a compris que le secret importait plus que la reconnaissance. Le sergent Thomas Whitmore, qui remit à Donovan la première caisse de munitions expérimentales, mourut à Iwima le 26 février 1945. Il fut abattu par un tireur d'élite japonais alors qu'il dirigeait les tirs contre un complexe de bunkers sur la côte nord de l'île. Ses rapports d'après-action sur l'efficacité des cartouches de grenades à fragmentation M1 influencèrent sur l'augmentation de la production qui équipa les forces à Okinawa. Les ingénieurs de l'arsenal de Francfort ne reçurent aucune reconnaissance publique pour leur travail jusqu'à la déclassification de 1998. Beaucoup étaient décédés à cette date. Eleanor Hutchkin, l'une des 3 femmes parmi les 47 qui assemblèrent les détonateurs M42, vécut jusqu'en 2003. Dans une interview de 2001, elle se souvint de ce travail avec des sentiments partagés. Nous savions que nous sauvions la vie de jeunes Américains. Nous savions que chaque cartouche que nous fabriquions signifiait qu'un marine n'aurait pas à ramper jusqu'à un bunker avec des explosifs. Mais nous savions aussi que nous fabriquions des armes pour tuer des gens, même si ces gens essayaient de nous tuer en premier. C'est compliqué. Les vétérans qui ont utilisé ces munitions au combat en parlaient rarement, même après leur déclassification. La nature particulière de cette arme, une mitraillette tirant des munitions explosives, semblait trop étrange à expliquer aux civils qui n'avaient pas connu les combats en grotte du Pacifique. Lorsqu'ils en parlaient, ils se concentraient sur ce que ces munitions représentaient, la preuve que l'Amérique était prête à innover, à développer n'importe quoi pour ramener ses soldats sains et saufs. Les soldats modernes combattant en Irak et en Afghanistan ont rencontré des positions fortifiées similaires et ont exprimé des frustrations similaires quant à l'inadéquation des armes face à la menace. Certains ont découvert la cartouche de grenade à fragmentation M1 lors de cours d'histoire militaire et se sont demandé pourquoi de telles munitions n'avaient jamais été remises en service. La réponse tient au coût, aux complexités juridiques et à l'évolution de la guerre. Les conflits modernes impliquent des règles différentes, des ennemis différents, des contraintes différentes qui rendent les munitions explosives pour armes légères problématiques malgré leur efficacité tactique. Les marines qui ont pris d'assaut les grottes de Pleu avec des munitions explosives pour Thompson ne se battaient pas pour la gloire ou la reconnaissance. Ils se sont battus pour leurs camarades, utilisant des armes qui semblaient impossibles jusqu'à ce que le désespoir les rende indispensables. Ce même esprit, cette innovation née de la nécessité, ce sacrifice occulté par le secret, la victoire mesurée en vie sauvée plutôt qu'en bataille gagnée, définit chaque génération de guerriers qui s'adaptent, improvisent et triomphent. Si cette histoire vous a touché, si vous comprenez maintenant ce que le Bakudan Akuma représentait, tant pour ceux qui l'utilisaient que pour ceux qui l'affrontaient, honorez cette histoire en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à cette chaîne. Activez les notifications pour ne jamais manquer d'histoires sur les armes, les guerriers et les moments qui ont façonné la Seconde Guerre mondiale, mais qui sont restés secrets pendant des décennies. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Et si un membre de votre famille a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, ces histoires sont importantes car les hommes qui les ont vécues comptaient et leurs sacrifices méritent d'être commémorés même si les armes qu'ils portaient étaient trop secrètes pour être évoquées pendant 31 ans. Au caporal Donovan, au sergent Whitmore et aux 347 femmes de l'arsenal de Francfort qui ont assemblé de minuscules détonateurs au service d'une cause qui les dépassait. Merci. Votre engin explosif a sauvé des vies, remporté des batailles et prouvé que l'innovation américaine pouvait transformer même
Une mitraillette des années 1920 en une arme capable de faire des forteresses de béton de véritables pièges mortels. Pour ceux qui se croyaient invincibles. N'oublions jamais,